Bonjour à toutes et à tous et bonjour à nos trois intervenants de cet après-midi. Alors on vous accueille pour une petite demi-heure aujourd'hui autour de la transformation avec l'IA. Alors on parle de l'IA, c'est sympa, c'est technologiquement intéressant et intellectuellement je pense innovant. Néanmoins ce qu'on voulait couvrir aujourd'hui c'était plutôt les cas concrets. Est-ce que l'IA a un réel impact? Comment on la mesure? Est-ce qu'on a déjà fait quelque chose d'impactant cliniquement? On aura une perspective plutôt clinique, mais aussi une perspective technologique. Donc je vais laisser nos trois intervenants se présenter rapidement. Eric? Eric Vibert, moi je suis chirurgien hépatique et transplanteur et je m'occupe d'innovation au bloc opératoire à la PHP, à Paul Brousse. Laurent Goutte, je suis ex-médecin urgentiste pendant 20 ans au CHU de Toulouse et je travaille actuellement chez Dédalus depuis 6 ans. Abdar Elias Ali, je suis DSI aux hôpitaux Confluence depuis 10 ans. Merci à tous et à toutes. Alors, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle s'impose dans tous les secteurs. Dans le secteur de la santé, on a vu, je pense que depuis 2 jours, on en a vu de partout. C'est très intéressant. Néanmoins, aujourd'hui, à l'hôpital, on doit se renouveler technologiquement et on doit réfléchir à comment intégrer toutes ces solutions pour qu'elles aient un réel impact. Donc, au-delà des promesses, au-delà de tout ce que vous promettent les beaux éditeurs de logiciels, à intégrer des nouvelles IA en chirurgie, aux urgences, pour la DSI de manière opérationnelle, comment est-ce qu'aujourd'hui les soignants valorisent vraiment l'intelligence artificielle? Parce que c'est le réel impact. Aujourd'hui, on adresse des établissements de santé qui ont normalement un intérêt commun et une vision commune qui est de soigner. Donc je me permets de commencer avec une question docteur Laurent Goutte, qui est médecin urgentiste, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc aujourd'hui, comment est-ce que tu vois l'IA transformer, mais vraiment concrètement? Je ne veux pas qu'on parle de manière trop générale aujourd'hui. Les usages dans un DPI et qu'est-ce qui a vraiment changé ces dernières années? Comment est-ce qu'on a évolué? Eh bien, tout d'abord, il faut arriver à caser le problème. C'est-à-dire qu'en fait, le gros problème des soignants, c'est le temps passé derrière un ordinateur, c'est le temps passé derrière un système d'information. Jusqu'à 60% du temps d'un soignant, que ce soit un médecin ou un infirmier, peut être passé derrière un ordinateur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai revu aux urgences récemment quand j'y suis retourné. Et j'ai demandé à une ex-collègue qu'est-ce qui ferait réellement changer le système. C'est de ne plus avoir, elle m'a répondu, de ne plus avoir à utiliser un clavier et une souris. Parce que je veux que l'ordinateur me comprenne, comme son téléphone. Parce que effectivement, les cliniciens, comme nous tous, ont vraiment intégré très rapidement la notion d'IA disponible en permanence sur leur téléphone. Et juste pour vous donner une idée, actuellement, ils utilisent l'IA en Shadow IT. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, développer un peu plus. Le Shadow IT, c'est l'utilisation d'outils grand public de manière illégale à l'intérieur de l'hôpital. C'est-à-dire que dans un grand CHU actuellement, dans un grand CHU français, que je ne citerai pas, il y a 700 000 connexions par mois à ChatGPT, uniquement avec les ordinateurs de l'hôpital, sans compter celles qui sont faites avec le portable. Donc, derrière cette attente... Là, je vois les grands yeux de la DSI à côté, qui n'est pas très contente. Hein. Ah oui, je comprends. Moi, j'ai bloqué ChatGPT. Voilà. Donc, ils font avec leur téléphone portable. Et donc, Laurent, pour des cas concrets, comment est-ce qu'aujourd'hui les DPI, les éditeurs, ils arrivent à trouver des solutions? Eh bien, effectivement, nous, on a mis en place une mission team, une task force, si vous voulez, qui va développer à corps perdu, pour la fin de cette année, ce qu'on appelle un buddy. Un buddy, c'est un compagnon ou un copain de promo à qui on peut demander tout ce qu'on veut. Et ce buddy, il va par exemple être capable de prendre note lors d'une consultation. Et ça, même si vous dites je suis allergique au brocoli par exemple, il va le noter dans les allergies, mais si vous dites j'ai mangé des brocolis à midi, il va considérer ça comme une remarque juste à part. Voilà. Donc, ce buddy, il va également être capable de faire de votre synthèse, la synthèse de tous les courriers du patient. Si vous, à 3 heures du matin, aux urgences, vous avez un patient qui arrive et qui est passé 30 fois à l'hôpital sur les 3 dernières années,
ben, vous avez peut-être ni l'envie, ni la capacité intellectuelle, ou peut-être que vous avez un patient qui est en cours de réanimation à côté, et vous n'avez pas le temps d'éplucher ces dossiers. Et donc, Buddy va vous faire une synthèse de ces 30 dossiers. Il va dans un service beaucoup plus classique, il y a une tâche qui est extrêmement chronophage, c'est de faire les courriers de sortie. Là, Buddy va vous proposer un courrier de sortie que vous devrez valider, bien sûr, que vous pourrez modifier, bien sûr, mais il vous mâche le travail. OK ? Ok, ça m'interpelle et en effet, si on arrive à mesurer cet impact, je pense que ça peut faire sens. Peut-être un point de vue plutôt d'un soignant, de quelqu'un qui peut se retrouver à 3 h du matin au bloc opératoire. Eric, dans ta pratique, je sais que tu as énormément essayé d'innover, d'apporter de l'innovation au bloc opératoire sur plusieurs axes, pour le coup. Un axe très clinique, un axe recherche, un axe R&D, opérationnel également. Est-ce que tu pourrais décrire quelques cas pratiques ? En pratique, moi je pense vraiment que l'intelligence artificielle est là pour nous donner du temps de cerveau disponible pour être plus humain. Et typiquement, l'ambient AI, ce dont tu parles, c'est quelque chose qui te permet de pouvoir expliquer à un malade en consultation avec des outils de communication médecin-malade. Et moi, dans le cadre de la chaire BOPA, le truc que j'anime, qu'on a fabriqué, on développe des outils de communication médecin-malade et en consultation, j'explique ce qu'on va faire comme opération et le malade sort avec non pas une information médicale, mais une connaissance, c'est-à-dire une information dans un contexte. Et ce qui est génial, c'est que comme en fait on fait de l'ambient AI, j'explique au malade et ça fabrique mon compte rendu de consultation. Et ça, c'est un gain indiscutable. Ça fait gagner du temps en consultation, ça fait gagner du temps aussi en post-opératoire parce que les malades ont bien compris ce qu'ils avaient et donc en général, ça se passe assez bien, quelle que soit la situation. Puis surtout, ça fait gagner du temps à la secrétaire qui va pouvoir se concentrer sur des problématiques qui sont les problématiques d'interaction humaine dans le domaine social, si j'ose dire, parce que le nombre de fois où en fait on va se concentrer sur le dataset du malade et regarder uniquement le cancer du foie et qu'on va oublier que c'est une dame qui a 65 ans et qui vit toute seule dans un appartement au 5e étage. Donc on va très très bien traiter sa maladie, mais on va complètement oublier ce qu'il y a autour. Donc en fait, l'objectif c'est d'être capable de s'occuper plus facilement et mieux du malade en donnant du temps au docteur et à la secrétaire. L'autre élément, et ça c'est très concret depuis de nombreuses années finalement, enfin en ce qui me concerne l'ambient AI depuis environ 1 an et demi, 2 ans, un peu de shadow AI, je suis d'accord, et l'autre élément, on est filmé là, non ? Donc l'autre élément c'est que en préopératoire, là depuis des années et des années, moi je travaille sur justement des reconstructions 3D, et en effet le foie est un brocoli mou qui se déforme. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, moi, j'opère un organe qui est un organe tridimensionnel, qui est un organe dans lequel je dois naviguer. Et cette navigation, elle se prépare dans la tête avant de faire une opération. Et en fait, depuis de nombreuses années, en fait, on prend le scanner et avec le scanner, on fait un modèle 3D de manière à pouvoir planifier la chirurgie. Et en fait, ça a été montré là de manière extrêmement claire que ça fait gagner du temps de bloc parce que vous allez diminuer en fait le moment d'hésitation sur la stratégie préopératoire. Et donc en fait, de manière très concrète, l'ambient AI en consultation sur ce que tu as dit, et j'attends notre ami Buddy là, sur Dédalus, sera très bien. Et l'autre élément, c'est l'anatomie 3D. Et juste sur ton dernier point, pour que tout le monde ait un peu la perspective, une transplantation hépatique, en termes de temps de bloc, c'est combien de temps ? Alors, moi, je fais de la transplantation hépatique, mais je ne fais pas que de la transplantation hépatique. Mais la chirurgie du foie, au sens large, c'est au minimum 6 heures de bloc. Voilà. Et donc, en fait, ça vous fait gagner grosso modo 1 heure. Voilà. Merci, Eric. Alors, de ton côté, est-ce que tu peux nous dire, donc côté vraiment DSI, donc là, on a la perspective éditeur avec une vision plutôt clinique quand même de Laurent, une réaction et en fait un déploiement de Eric Vibert qui a déjà mis en place plusieurs IA. Alors là, pour le coup, très opérationnellement. Une vision DSI, on a parlé de Shadow IT. Qu'est-ce que tu en penses et comment en fait tu as pu faire de l'innovation tout en gardant un cadre ? Oui, avant de vous parler de l'innovation et de cas concrets que j'ai réussi à mettre en place avec mon équipe, je vais vous amener en 1986 où j'étais encore ma première année d'informatique et je travaillais sur l'IA avec un de mes professeurs qui devait faire la traduction automatique, c'est-à-dire du français vers l'anglais.
On n'avait pas les PC d'aujourd'hui, on avait des PC des 80, 88 ou 86 qui étaient moins performants que le petit Nokia de... Voilà. Et on développait en Lisp. Les gens connaissent ce langage-là, hein, je sais pas. Et on traitait un problème, c'était le mot mousse. Vous voyez, la mousse sur le brocoli, la mousse de la lessive, pour distinguer ce mot-là. Et c'était une autre problématique. Vous voyez, c'était en 1986. C'est en 1986 que j'ai entendu parler de l'IA. Et depuis, bon, j'ai fait mon parcours. Et au sein des hôpitaux Confluence, on a rencontré quelques cas concrets. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, les radiologues, ça ne les intéresse pas du tout d'interpréter les radios classiques le week-end, à partir de vendredi soir jusqu'au lundi matin. Sauf que les enfants, et on a des enfants qui arrivent aux urgences avec une fracture, on fait la radio, elle est vue par l'urgentiste. L'urgentiste, ce n'est pas son métier, il dit il n'y a pas de fracture. Le lundi, le radiologue arrive, il dit fracture. Eh bien, il faut faire revenir l'enfant. Là, on a donc avec l'équipe, on a regardé les outils qui existent d'IA et on a mis en place une IA pour traiter les fractures et on a réglé ce problème d'enfants qui retournent chez eux le week-end avec une fracture. Donc ça, c'était vraiment le cas qu'on a réglé et en plus, on a réglé la tension entre les urgentistes et les radiologues. Donc on a réglé deux problèmes, les enfants plus la tension au sein de l'équipe soignante. Et bien sûr, nous, c'était toujours, on faisait attention au gain du temps. J'ai bien entendu laisser le temps aux soignants. C'était vraiment notre préoccupation. Et on l'a rencontré sur On en a patte. On en a patte avec mon adjoint ici présent. On a rencontré notre chef de service d'Anapat qui nous dit qu'elle passe beaucoup de temps sur l'interprétation des lames parce qu'on a un service UMJ, un service médico-judiciaire. On reçoit beaucoup de lames. Donc elle passe un quart d'heure par lame. Donc pour elle, c'est une perte de temps pour chercher telle chose. On a mis une IA, on est passé d'un quart d'heure à 10 minutes. Et là, franchement, pour nous, c'est un gain énorme pour nos cliniciens. Je t'interromps, mais vraiment, j'apprécie le fait que vous ayez mesuré. On a entendu beaucoup, on a vu beaucoup d'IA, mais aujourd'hui, ce qui est compliqué encore, c'est la mise en place, mais aussi la manière dont on mesure l'impact. Et je pense que ça, c'est vraiment un point très important dans ces discussions autour de l'IA. Il faut s'assurer avant de déployer qu'on sait ce que nous souhaitons mesurer. Parce que si on part comme ça et on teste de l'IA sans vraiment savoir où on va, on est forcément déçu. Et ça, vraiment, c'est très important. Et j'aime bien le fait que le côté DSI et le côté clinique mesurent l'impact. Tu avais un dernier exemple. Oui, dernier exemple, c'était on a mis en place il y a très très longtemps l'optimisation du codage. C'est-à-dire, et ça c'est un gain, mais ce n'est pas un gain de temps, mais c'est du gain d'argent pour l'hôpital. Quand un dossier est mal codé, l'IA arrive et nous dit attention, vu le contexte du patient, la biologie, etc., ce que vous avez codé, ce n'est pas bon. Donc, et là, c'est un gain aussi, ce n'est pas du temps, mais c'est de l'argent. Donc voilà, c'est les cas vraiment concrets. Il y en a d'autres, hein, on a plusieurs cas, mais c'est vraiment les cas qui m'ont marqué. Merci et beaucoup. Par contre, c'est vrai que l'IA règle plein de problèmes. Je ne sais pas si elle règle le problème du brocoli, hein, par contre. Mais donc, un dernier point peut-être autour de l'application de ces solutions d'IA. Est-ce que vous avez aussi déployé des solutions d'IA qui n'ont pas fonctionné? Et donc, vous avez pu mesurer ce non-impact. Eric? Qui n'ont pas fonctionné, oui, plein. Donc en fait, moi, pendant très longtemps, j'ai essayé de faire de la réalité augmentée temps réel au bloc opératoire. Et en fait, le sujet, c'est qu'on a même monté une start-up pour essayer de faire ça. Et en fait, aujourd'hui, on a un problème au bloc opératoire, c'est qu'on n'a pas des ordinateurs suffisamment puissants pour être capable de faire de l'IA en temps réel et reconnaître des images. Donc il y a énormément de gens qui vous vendent du rêve sur des outils qui sont capables de faire des choses en pair opératoire, mais en fait, ce n'est pas du pair opératoire. C'est de l'analyse après l'opération. Et donc aujourd'hui, on est au sein de la chaire Innovation BOPA, qui est donc le lieu d'innovation dont Amel parlait, on développe, il y a différentes startups, il y a une startup qui fabrique des storyboards, qui fabrique des outils pour pouvoir planifier très bien les hépatectomies, et des agents IA qui sont capables aussi
de pouvoir, enfin des IA qui sont capables de reconnaître des images, une startup qui s'appelle Uncover, mais ça produit le compte-rendu au terme de la chirurgie. Parce qu'en opératoire, en fait, on n'a pas aujourd'hui de machine suffisamment puissante. Il y a Da Vinci qui serait capable de pouvoir produire ça, mais en fait, c'est une telle grosse boîte industrielle qu'ils ne veulent pas prendre de risques. Et donc aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de puissance de machine au bloc. Il y a un problème d'IT aussi, le problème de débit de données. Et c'est pour ça que des bulles 5G, des choses comme ça pourraient être intéressantes. Mais aujourd'hui, il y a un vrai problème de temps réel au bloc. Donc ce que j'entends, c'est que l'IA, ça peut attirer beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de non-succès, pour dire ça comme ça, dans l'application. De promesses non tenues, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est toujours beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Ouais. Et la problématique que tu as vue en particulier, c'est sur le temps réel. Le temps réel, oui. Voilà. Ok. J'aurais un point, ce sera plutôt à vous trois, mais Laurent, peut-être on peut commencer avec toi. Qu'est-ce qui, à ton avis, freine l'adoption de l'IA de manière plus généralisée? Pourquoi on n'arrive pas et on dit le DPI de demain sera full IA ou alors ce sera un chatbot et dès qu'il y a un patient, ça le reconnaît automatiquement, tout est fait automatiquement par des agents. Voilà, donc vraiment, qu'est-ce qui fait encore qu'on n'a pas complètement renversé le... Eh bien, je pense que derrière l'attente que j'ai décrite chez les soignants, en fait, il y a deux facettes. Tout le monde voudrait avoir un assistant qui note tout pour lui. Tout le monde voudrait avoir un soi-même augmenté qui lui rappelle que ce patient a tel antécédent et que peut-être il faudrait quand même vérifier ça avant de faire telle opération ou avant de lui donner tel traitement. Mais en fait, on se dit que jusqu'où ira l'IA? Et on se dit, est-ce que l'IA ne va pas me remplacer un jour? Donc c'est une ambiguïté qui existe également chez les patients en fait, parce que les patients, ils ont également ce genre de problème, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'IA, ils vont arriver chez le médecin avec un diagnostic, comme autrefois ils arrivaient avec le diagnostic qu'ils avaient trouvé sur Google, mais en fait, ils craignent que l'IA chez le médecin ne le transforme en une sorte de robot qui va lui fournir une réponse standardisée ou algorithmique et qui ne sera plus qu'une sorte de ligne de code génétique parmi des milliers d'autres et traité comme un nombre. Donc, et c'est là qu'intervient le changement dans la pratique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je vous laisse avec ce chiffre qui est hallucinant, il y a 88% des médecins de l'American Medical Association qui pensent que dans 10 ans, leur rôle sera un rôle de médiateur éthique. Un médiateur éthique entre l'IA, qui sera, selon eux, devenue presque parfaite, et un patient qui, comme tu l'as dit, a ses problèmes à lui. Peut-être qu'il faut qu'il ait cette opération, mais peut-être qu'il a sa mère, il a besoin de s'occuper de sa mère à ce moment-là. Et donc, les médecins américains, aujourd'hui, se voient dans 10 ans comme des médiateurs éthiques entre l'IA et le patient. Intéressant. J'aimerais bien avoir la même statistique sur la France et savoir ce que pensent les médecins français. Eric, est-ce que tu veux réagir peut-être sur... Non, mais je pense que indiscutablement, l'IA fait très très bien la médecine et je pense qu'il y a certaines spécialités médicales, je pense évidemment aux radiologues, qui vont probablement disparaître ou du moins avoir un rôle beaucoup moins important. Je veux dire qu'en fait, le sujet, c'est que des spécialités comme la mienne, comme la chirurgie, je pense qu'on est encore assez tranquille pendant quelques années parce que, en fait, l'IA n'a pas de sens dans tous les sens du terme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'IA n'est pas capable de toucher, l'IA n'est pas capable d'écouter, enfin elle est capable d'écouter, mais n'est pas capable de... Enfin, il y a une dimension très humaine qui fait notre caractéristique, c'est des sens, et même des sens qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a des gens qui ont une certaine aura, une noirceur, un machin. Ça, une IA ne va jamais le savoir. En fait, il y a énormément de choses qui sont très très humaines qui font que le fait qu'un docteur c'est un artisan. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un docteur peut être remplacé, mais en fait, cette relation médecin-malade, c'est de l'artisanat. Ce qui n'est pas vrai chez le radiologue, parce que le radiologue, il ne voit pas le malade.
Les radiologues, ils ne voient pas les malades. Moi, je vois des malades en consultation. Et je vous assure que je ne suis pas du tout inquiet sur le fait que cet artisanat qui constitue finalement mon sens clinique, qui est en effet le fait de dizaines d'années de pratique, ça, une IA, avant qu'elle me remplace, ça va être très long. En revanche, ce qui est important, c'est que l'IA, elle doit être capable de me mettre en exergue les éléments importants qui vont me permettre de prendre un bon diagnostic. Et c'est pour ça que moi, je développe des jumeaux numériques augmentés par l'expertise, qui sont en fait des outils, qui sont des référentiels numériques, qui vont nous permettre de pouvoir mettre en avant certains points pour ne pas oublier des choses. Parce que je vous assure qu'il y a des malades qui meurent parce que des erreurs médicales sont faites, en RCP ou en préparation de bloc, parce qu'on oublie des trucs. Et donc l'IA, elle va être là pour nous éviter d'oublier des choses. Mais je ne suis absolument pas inquiet sur le fait que, en tout cas, des médecins qui font des activités d'interaction humaine sont là. Alors maintenant, là où je te rejoins, c'est que je pense que les docteurs vont avoir peur de dire des conneries. Et en fait, ça, c'est un énorme sujet, c'est que les docteurs perdent confiance en eux. Et en fait, ils perdent confiance en eux, ils désapprennent dans certains cas, et ça a été vu en endoscopie, il y a un papier célèbre dans Lancet Gastro, où ils ont montré que les endoscopistes faisaient moins bien le diagnostic des polypes. Et en fait, le problème, ce n'est pas des gens de ma génération, c'est ceux qui viennent en fait. Parce qu'en fait, le sujet, c'est comment on va apprendre la médecine à des gens aujourd'hui qui commencent des études de médecine. Et très honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de connaissances en médecine, donc ça devient extraordinairement difficile d'être un bon docteur en tout. La médecine générale, aujourd'hui, c'est un truc complètement hallucinant parce que c'est extraordinairement compliqué. Et je pense que c'est là où il va falloir trouver une méthode pour apprendre non pas du savoir, mais du savoir-faire. Et en fait, les étudiants en médecine, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est du savoir-faire plus que du savoir. Et on les fout à la bibliothèque pour leur faire gober des hectotonnes de trucs beaucoup plus importantes que moi, ce que j'ai pu faire. Parce qu'en fait, la médecine a augmenté dans son niveau de complexité et qu'il faut qu'on apprenne le savoir-faire. Donc finalement, l'IA va redonner, je pense, beaucoup de poids à la médecine clinique. Et à l'empathie. Et à l'empathie. Merci Eric, vraiment très intéressant, plutôt philosophiquement, je dirais même. Si on revient sur le côté pratique au niveau SI, parce qu'on peut s'imaginer le monde de demain avec de l'IA partout qui va nous augmenter et qui va nous permettre d'avoir moins d'erreurs médicales. Comment on met ça en place? Est-ce qu'il n'y a pas des freins? Il n'y a pas des problématiques qu'on adressait il y a 20 ans et qu'on adresse encore aujourd'hui? Oui. Les deux problématiques que je vois, je vais être plus bref, c'est le flou juridique en cas d'erreur de l'IA. Ça, on ne sait pas. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a plein d'outils, mais je trouve qu'il y a trop d'outils. Si on a des outils intégrés, c'est-à-dire qui sont intégrés dans le DPI, là, il y aura un gain de temps et les soignants ils vont adapter l'outil plus facilement. C'est ça que moi, je trouve le frein aujourd'hui. Alors c'est intéressant, c'est encore un problème d'interopérabilité. Hier, j'étais sur une autre table ronde qui n'avait rien à voir avec l'IA. On a atterri sur le problème de l'interopérabilité. C'est un problème qu'on adresse depuis 20 ans, 30 ans, et il semblerait qu'on ne l'ait toujours pas solutionné. Peut-être que l'IA, je ne sais pas, Laurent, va nous résoudre ce problème d'interopérabilité? En tout cas, notre façon de voir l'IA, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on veut une IA qui soit totalement intégrée à notre système d'information. C'est-à-dire qu'on n'a pas un pop-up à ouvrir pour aller faire des copier-coller. C'est clairement intégré. Mais je me permets de t'arrêter. Tu vas avoir une IA qui sera nativement intégrée. Super. Mais toutes les startups là, qui ont une expertise, qui ont développé leurs algorithmes et qui ont formé leurs algorithmes sur des cohortes spécifiques, comment on fait pour les intégrer? Nativement, comme le DSI le souhaiterait ou comme le clinicien le souhaiterait? Nativement, ce sera plus dur, forcément. Voilà. Mais donc on en revient à une bonne interopérabilité. On en revient au système des workflows qu'on est en train de mettre en place pour avoir des workflows spécialisés selon chaque spécialité. Et à ce moment-là, on pourra effectivement accorder à une IA la place qu'elle nécessite à l'intérieur d'un workflow. Merci Laurent. Est-ce que vous avez un autre mot? Est-ce que vous êtes d'accord de prendre quelques questions? Oui. Très bien. Est-ce qu'on a des questions? Oui. Bonjour. Moi, je travaille avec Abder au CHI Créteil en tant que médecin, référent à la DSI. Et j'avais une question sur le buddy. Vous l'avez envisagé visiblement comme un assistant plutôt médical. Est-ce que ça sera également
un assistant du dossier du DPI, c'est-à-dire de nous. On voit bien qu'on a du mal à suivre la formation des utilisateurs, que ça soit en présentiel ou en e-learning, et qu'en fait l'utilisateur il a besoin d'être aidé à l'instant T quand il est bloqué devant une fonctionnalité. Et est-ce que votre buddy pourra l'aider à ce moment-là pour diminuer les nombreux coups de fil de la DSI sur j'arrive pas à trouver le bon endroit et ma solution. Et enfin, est-ce qu'il pourra s'adapter à nos organisations? Je donne un exemple. Je dois organiser un bilan en hôpital de jour avec un scanner, des EFR, une échographie cardiaque. Il faut que tous ces agendas ils soient bien synchronisés, qu'il y ait la place. Est-ce que ce buddy pourra proposer à mes agents médico-administratifs, là, tel jour, il y a tout qui se synchronise bien, il y a la place à l'éco-cœur, il y a la place au scan. Est-ce qu'il va s'orienter également sur un assistant organisationnel? Oui, alors première question, vous avez dit que j'avais insisté sur le fait que c'était un assistant médical. Non, c'est un assistant médico-soignant. C'est-à-dire que les soignants ne sont pas du tout oubliés dans notre démarche. Le deuxième point concernait... j'ai oublié. Concernait plutôt le workflow. Donc ça va aller chercher l'information médicale, mais est-ce que ça va les aider sur du planning, Oui, de la documentation? C'était pas le deuxième point, ça c'était le troisième, mais le deuxième vient de me revenir. C'était la formation et le e-learning au DSI. C'est clairement, c'était marqué ce matin dans ma diapo précédente, c'est clairement l'utilisation du DPI va être proposée en même temps que les protocoles de soins. C'est-à-dire que vous pourrez interroger Buddy à la fois sur des protocoles de soins, sur des protocoles médicamenteux, mais également sur l'utilisation du logiciel. Okay. Quant au protocole de workflow et workflow, effectivement, c'est plutôt sur la partie, c'est pas tellement dans le pays, c'est plutôt dans le command center qu'on va traiter ça, mais il va traiter les besoins en lit, les changements de planning des blocs opératoires, etc. Et je vous invite à aller voir le command center qui est vraiment dans ce domaine-là, quelque chose qui est un peu séparé du DPI, mais qui correspond exactement à cette problématique. Merci Laurent. Bonjour, alors moi je suis médecin et également CEO d'une start-up qui fait de l'IA médicale. Ma question en fait, je voulais d'abord vous rassurer les médecins sur la supériorité de l'IA par rapport aux médecins. Beaucoup d'études s'affichent comme notre IA a été plus performante que le médecin. On se rend compte très rapidement en fait aujourd'hui que ces études sont biaisées par ce qu'on appelle des biais de contamination. Les modèles sont entraînés sur les questions et les réponses des benchmarks et donc donnent des benchmarks qui sont totalement faux. Une étude très récente de Google DeepMind montre bien qu'aujourd'hui les médecins sont largement supérieurs aux IA qui sont actuellement présentes parce qu'ils ont une capacité d'abstraction que les LLM, les transformers, n'ont absolument pas. On est encore loin en fait de dépasser le médecin humain. Je voulais rassurer par rapport à ça, mais ma question par rapport à ce que vous intégrez, le professeur Vibert me connaît bien parce qu'il a déjà utilisé notre outil, le Canon.ai. Par rapport à Buddy, vous cherchez à le développer en interne, ce qui est une très bonne chose. Mais il existe énormément de solutions. Non, vous faites appel à... Non, on fait appel à on intègre une solution qui est déjà existante, qui est en marque blanche, qui s'appelle Corti. On l'a présenté ce matin. Et on ne réinvente pas la roue. Ok, c'est parfait. Je pensais que vous le développiez en interne et je voulais vous dire, il existe des solutions comme Corti, pourquoi vous ne les intégrez pas en API as a service? C'est exactement ce qu'on fait. C'est la bonne démarche. Il faut intégrer sa solution pour faire la biblio. C'est vraiment parfait ce truc. Non, c'est vrai, c'est vraiment vachement bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je crois qu'on a encore 1 minute peut-être. Une question? Non? Non, tout le monde, on va clore. Il n'y a pas de jingle, donc merci à tous. Merci beaucoup. Merci à toutes. Merci.